Et c'est ça le Non, mais moi, but. je parle fort. Non, mais Y a pas... ça va permettre en fait juste que D'accord, les gens il n'y a vous pas de problème. entendent mieux. Il n'y a pas de problème. Et là, Oui, alors il va contribuer. j'en ai deux. Voilà, il va contribuer. J'en ai deux. J'en ai deux. Il va contribuer. Alors, Bonjour il est chef les de famille. amis. Alors, je sais que vous étiez impatients, mais vous savez, hein, comme je vous ai dit, ici, on est en Afrique. Donc, avant de commencer, j'ai eu un bon petit déjeuner. Oui, on m'a offert un petit déjeuner. Moi qui ne mange pas, je peux vous dire que là, j'ai mangé pour la journée. Bonjour, réveil. Et j'étais tellement... je vous ai dit hier, j'ai rencontré un monsieur. Franchement, j'ai l'impression d'être une enfant. Et là, actuellement, je suis chez lui. Je vais vous demander de tapoter le live un maximum et de le partager. Et surtout, prenez vos cahiers et vos stylos parce que vous allez apprendre beaucoup de choses. Moi-même, j'ai appris énormément de choses et c'est avec beaucoup de plaisir que je suis là. Donc, ça, c'est l'histoire qu'on aime. C'est ça qu'on veut transmettre. Et quand on a des montagnes de connaissances comme ça, c'est toujours dommage de ne pas les écouter parce que, comme je vous ai déjà dit, bah, c'est ça le problème de l'Afrique, c'est que les gens qui ont la connaissance, bah, on va plus vers eux et l'histoire s'éteint comme ça avec eux et c'est toujours très très dommage. Donc je vais vous demander de tapoter le live un maximum. Nous allons pouvoir commencer. Maintenant que j'ai bien mangé, j'ai trop bien mangé sincèrement. Donc je ne sais pas comment je vais faire pour repartir d'ici. Donc c'est un monsieur qui est très occupé hein, évidemment. Donc on va prendre le temps qu'il nous donne. Il va essayer de nous conter l'histoire et voilà, c'est ça qu'on cherche. Donc, je vais juste brancher mon micro, comme ça vous allez bien l'entendre. Et à vos cahiers, à vos stylos, les amis. Aujourd'hui, nous allons dormir moins bête qu'hier soir. En tout cas, moi, je peux vous dire que ça va être le cas. Donc aujourd'hui, nous allons dormir moins bête. Tapotez et partagez le live un maximum parce que sinon, vous allez devoir attendre que je le mette sur le site, sur YouTube. Mais vous allez rater beaucoup de choses. Vous allez devoir patienter moi-même. J'aurais pu... Oui, je vais somnoler en digestion, c'est vrai. Vous avez raison, je vais somnoler en digestion. C'était trop bon. Alors, je branche et voilà. Comme ça, vous allez bien pouvoir entendre. Et on a la chance d'avoir un autre notable avec nous. Aujourd'hui, les amis, non. Vous, les nullards de classe, là, comme moi, c'est le moment. Alors, je vais vous mettre ça. Je suis désolée, je ne sais pas où est-ce que j'ai mis la... oui, si, oui alors j'ai perdu la pince en fait. Je ne sais pas où est-ce que j'ai mis la pince. Je ne la trouve plus. C'est bon comme ça. Oui, oui, oui. Là, c'est parfait. Alors... Oui, c'est du lourd. C'est du lourd. Alors, je vais retourner la caméra, comme ça va vous permettre de voir. Est-ce que vous entendez quand je... Est-ce que vous entendez? Oui. Oui, oui. Alors, je vais retourner la caméra. Comme ça, vous allez pouvoir voir à qui nous parlons. Donc, vous avez vu, aujourd'hui, voilà, nous sommes accueillis. Alors, bonjour, monsieur. Bonjour. Alors, je vais juste vous demander de vous présenter pour que les gens puissent... Avec toute la charge de confusion dont vous... Alors, vous êtes historien aussi. Je suis de formation historien, je suis enseignant, je suis chercheur, mais je me définis d'abord comme un amoureux de la culture. Voilà. C'est ça qui est peut-être ma carte de visite, ma véritable identité. C'est ce que j'aimerais qu'on retienne de moi, plus que les titres universitaires, qui ne sont que des habillages de nos personnes, de nos personnalités. Ces valeurs que nous cherchons à cultiver résident dans ce qui fait ce que nous sommes, la culture. Et sans cela, malheureusement, à partir de ce que nous voyons, de ce que nous vivons, je peux dire de ce que nous subissons même, parce que l'Afrique subit sa vie. L'Afrique subit son histoire au lieu de la vivre, au lieu de la pratiquer. Nous sommes à ce stade, dans la douleur. Mais tout enfantement est douloureux. Et nous sommes en train d'essayer
d'enfanter notre propre histoire, sinon de la réinventer. Sans cela, nous sommes perdus à travers les générations actuelles et futures. J'ai dit souvent à beaucoup de personnes avec qui je partage ce souci, notamment mon chef de famille qui est là, il est chef de siège d'une des grandes familles, c'est sa famille qui est la famille qui est gestionnaire du sol, de la terre de ce canton. Et ce canton compte 16 villages. Et il est administré par le second du roi du Sanvi, qui est le roi qui s'assoit à sa droite en toutes circonstances. Il est celui qui est le dépositaire de la gestion du patrimoine foncier, de la terre. Alors, je dis souvent, surtout aux enfants, je dis, si on y prend garde, mais pas seulement aux enfants, on va aller en vrac comme ça, hein, parce que ce sont des soucis, ce sont des douleurs que moi j'aime communiquer. Je parle de douleurs. Ce n'est pas toutes les douleurs qui font sortir le sang, mais ce qu'on ressent dans la conscience, dans son âme, au plus profond de soi. J'ai dit souvent, si on y prend garde, dans quelques années, avec le système de transmission du savoir par l'école, uniquement par l'école, qui occulte nos langues et nos patrimoines, surtout en Côte d'Ivoire, dans quelques décennies, peut-être même pas dans quelques décennies, dans 1 ou 2 décennies, ce sont les Chinois qui sont à notre école, qui sont en train de tout archiver parce que les Asiatiques, partout, ils sont collectent et capitalisent, s'en vont exploiter. Ce sont eux qui vont revenir nous apprendre nos langues à nos enfants, à nos petits-enfants. Ce sera le plus grand danger de la vie des Ivoiriens. Et ça se décide. Les Chinois aujourd'hui ont acheté des territoires entiers dans certains États, dans certains pays, on le sait. Ils s'investissent lourdement. Si les Chinatown existent, Chinatown, je ne sais pas, Chinatown en Europe, et constituent des enclaves urbains, dynamiques, prospères, c'est parti de là. Si on y prend grâce, c'est ce qui pend au nez de l'Afrique, et particulièrement de mon pays, la Côte d'Ivoire. Alors, je pense que si j'ai dit cela, je me suis un peu mieux introduit, présenté. Je préfère cette présentation-là. Okay. Alors, je vais vous laisser vous présenter aussi. Ben voilà, après tout ce qu'il a pu dire, c'est dire que c'est ma joie d'être là et de participer à cet échange-là. Parce que nous avons une responsabilité historique en tant qu'Africains, mais en tant que fils de la région, de faire ce qui peut être fait, humainement possible et à un niveau, contribuer à soit quelque chose qui va être légué à la génération qui va suivre. Parce que sinon, nous serons jugés et nous voulons être jugés avec des mots pas aussi nobles que ça, mais au moins ce qui soit positif. C'est ça. Voilà, et donc la lutte pour conserver ce qu'il nous fait, parce que nous sommes nous-mêmes africains, nous sommes ivoiriens, nous sommes agnis, et cela ne doit pas disparaître. Nous avons eu par le passé des personnes qui ont eu à qualifier notre langue, notre ethnie de quelque chose, notre structure même sociale de quelque chose de fabuleux, d'extraordinaire. Nous avons le devoir de recourir après ça, parce que l'échange disons le rendez-vous des cultures quelquefois amène certaines cultures à être dominées. Nous refusons d'être dominés, nous voulons rester nous-mêmes. Et donc en tant que chef, en tant que membre de la cour, je crois que cette dimension-là nous tient particulièrement à cœur. Et nous sommes honorés d'avoir une visite qui nous permet d'en parler. C'est nous qui sommes honorés. C'est nous qui sommes honorés de pouvoir parler de ça. Voilà. Et donc, vraiment, merci. Et la responsabilité est d'autant plus grande que, en tant qu'héritier des chefs de terre, nous ne devons pas rester insensibles à toute cette forme de démarche. Donc, merci à vous. De l'honneur que vous nous faites d'être là. Merci de l'honneur que vous nous faites à nous visiter. Alors, ici, on est à Ayamé. Oui, c'est ça. Et quel est le peuple qui vit principalement à Ayamé? Bon,
On le dit toujours, hein, on le dira jamais assez. Tout a une histoire. Et tout le monde a une histoire, individuellement comme collectivement. Le peuple qui vit ici, dans la cuvette d'Ayamé, parce que vous avez vu la géographie, hein, on est entouré de collines, et puis il y a une cuvette, fait partie de la grande famille des peuples qui portent le nom de Agni, mais qui est composé de plusieurs royaumes au sein de la Côte d'Ivoire. Et ici, nous faisons partie du royaume Agni sans vie. Le royaume Agni sans vie. Ayamé est donc le chef-lieu d'un des cantons de ce royaume sans vie. Et originellement, il est la tête de pont de la droite, de l'aile droite, au moment de la mise en place du peuplement, de l'occupation de l'espace. Il est l'aile droite de ce royaume-là. Donc, le souverain, le monarque, qui est sur le siège de cette composante de l'aile droite, aujourd'hui le canton, parce que le canton n'est pas un concept d'administration originelle. Le canton est une dérivation de l'administration coloniale. Nous l'avons appliqué, divisé pour régner. Le royaume, au départ, le royaume sans vie, dont fait partie Ayamé, et toute cette zone qui est devenue canton, était plus vaste. Le canton est venu par la suite dans l'administration territoriale de la colonisation. Divisé pour régner, le royaume a été saucissonné par la suite en canton. Sinon, au départ, le royaume comportait 3 divisions. L'aile droite, l'aile gauche et le front. Parce que nos parents, nos ancêtres, sont venus du Ghana voisin. Et suivant des préoccupations sécuritaires, militaires, ils sont entrés dans cette partie de l'Afrique, donc de la région ici, ouest africaine, en conquistadors. Moi, je dis toujours, nos aïeux sont des conquistadors, parce qu'ils n'ont pas trouvé un no man's land. Ils ont trouvé des populations préétablies qu'ils ont asservies, assujetties, pas asservies, qu'ils ont conquises, et ils se sont installés. Donc, en venant, pour des gens qui ont dû fuir leur terre du Ghana à la suite de guerres intestines, de guerres de voisinage, j'ai parlé hier de cette émergence de l'impérialisme endogène africain au niveau surtout de l'Afrique de l'Ouest, au 19e siècle surtout, 18e, 19e siècle. C'est à cette période-là que nos parents sont venus du Ghana à la suite de guerres qui ont abouti à leur défaite et ils se sont réfugiés ici. Ils ont fait l'exode et ils sont venus, ils ont conquis des populations qui étaient préinstallées, mais pour le faire, ils ont dû s'organiser militairement et d'un point de vue sécuritaire. Donc, le royaume était piloté par 3 monarques. Celui qui est sur le siège central, qui est à Krinjabo, qui est la capitale du royaume, sans vie. L'aile droite, qui est son second, dans l'ordre de préséance, dans l'ordre de préséance protocolaire. C'est pour ça que celui qui est ici, il est celui qui s'assoit à la droite du roi central. Et puis, l'aile gauche, qui est dans un village qui s'appelle Kwaoku, un peu après Baféré, un peu vers la zone plus proche de la frontière sud-est de ce royaume-là. Et puis, sud-ouest, donc, de ce royaume. Et puis, le front, qui est le village que tu as traversé certainement avant d'entrer, le dernier village que tu as traversé avant d'entrer à Boissou, à Souba. Voilà. Donc, voilà un peu d'où nous venons. Nous venons du Ghana. Pour l'instant, la grande histoire, l'histoire qui est véhiculée par tout le monde, et des recherches sont certainement en cours qui vont peut-être nous permettre de remonter à plus loin que le XVIIIe siècle. Donc, est-ce que selon ce que vous avez appris, ce qui vous a été transmis, vous arriverez à nous... Quel est le point de départ le plus loin dont vous pouvez nous parler?
de l'exode. Oui, l'exode, Dieu merci, l'histoire nous a permis à un moment donné de rencontrer les Blancs. Et donc, nous pouvons remonter tout au moins pour le royaume, hein, mais bien plus loin, à partir des connexions avec les autres populations qui sont arrivées elles aussi du Ghana. Mais plus avant, nous pouvons remonter à plus loin que le XVIe siècle. Aujourd'hui, les recherches archéologiques même font remonter ces populations qui sont au bord du système lagunaire, qui sont également des populations à Caen, dont font partie les Agnis, mais qui sont arrivés plus avant, font remonter notre histoire à une période de la préhistoire. Hein. Les recherches archéologiques nous font remonter au XIIe ou XIe siècle. Alors, mais pour nous n'avons pas... pour nous, notre histoire immédiate, oui. Voilà, notre histoire la plus proche que nous connaissons au mieux, hein, pour le royaume sans vie, hein, c'est le XVIIe, le XVIIIe siècle, le XIXe siècle. Parce que nos parents sont arrivés ici au plus tard, et même peut-être au plus tôt, dans le premier quart du XIXe siècle. Du XVIIIe siècle plutôt, 1720, 1725, 1730. Et là, il y a des écrits qui attestent. Voilà. Des gens qui ont vécu, des chercheurs, plutôt des commerçants, hein, quelqu'un comme l'Hollandais Baudich, hein, qui a vécu à la cour du roi de Koumassi, qui ont laissé des écrits. Et qui nous permettent de dater au moins le point de départ, sinon la période de départ de nos parents, de nos ancêtres qui ont émigré dans cette région ici. Tout s'accorde à situer cette migration-là dans le premier quart du XVIIIe siècle. 1720, 1721, 1725 pour certains, 1730. Nous savons par exemple que grâce à un Français qui a fait mention pour la première fois, en 1725, un géographe français, du nom de notre ethnie, Agni. Hein, ça remonte à 1725. Et ça, c'est daté. Donc, il y a quand même des repères écrits qui nous permettent de mieux nous situer par rapport à notre avènement ici. Donc, ce géographe français avait déjà mentionné... Voilà, sur une carte, l'existence du nom Agni. C'est la première mention écrite. En 1725. Vous avez le nom de ce géographe? Ah oui, je peux vous le retrouver tout à l'heure. Oui, oui. On veut bien parce que ça va permettre aux gens de pouvoir eux-mêmes... Oui, je vais vous le donner. Oui, oui. Alors, moi, j'aimerais, parce que le but, c'est de commencer aussi loin que possible et de revenir vers aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, beaucoup de gens, parce qu'on en a parlé aussi tout à l'heure, malheureusement, beaucoup d'Africains pensent que nous venons tous d'Égypte. Alors, est-ce que vous aussi, vous venez de l'Égypte? Alors, qu'on le déplore ou qu'on ne le déplore pas, c'est une thèse qui est manipulée, qui est desservie de plus en plus à la suite des recherches de Cheikh Anta Diop. C'est bien, c'est valorisant, dans une certaine mesure quand même pour l'Afrique, pour dire que la civilisation du monde n'est pas née en Europe, ça au moins, c'est né ici. On tend à faire accepter quand même maintenant que les premiers humains sont nés en Afrique, et donc pourquoi pas le berceau de la civilisation de l'humanité. Donc ça déjà, c'est quand même, il y a quelque chose de positif. Mais c'est la récupération par tout le monde de cette origine commune, comme si, par exemple, le Sahara avait toujours été inhabité. Comme si tout le reste de l'Afrique était inhabité. Ça aussi, ce n'est pas à valoriser. Mais il y a quand même quelquefois des indices. Mais pour moi, l'histoire n'est valable que si au moins les méthodes de capitalisation, d'archivage, de documentation sont vérifiables et sont acceptables d'un point de vue méthodologique, d'un point de vue de la rigueur, de l'exigence scientifique. Parce que dire que nous venons du Ghana, nous avons quand même des écrits. Ça, c'est l'histoire la plus proche. Mais dire, comme beaucoup aussi, que nous venons de l'Égypte,
Et nous le disons. Il y a beaucoup, il y a des gens même qui s'y sont essayés, mais c'est limité d'un point de vue scientifique. Il y a des indices, il y a des indications, ne serait-ce qu'au niveau de certains mots, de certains noms, de certaines pratiques culturelles qui confortent l'Aï, et pas seulement l'Aï, le Zema, et beaucoup de l'ensemble même des peuples akans de la Côte d'Ivoire, dans ce sens-là, à rattacher leur origine la plus lointaine, leur origine première plutôt, à l'Égypte antique. Il y a des éléments, il y a des indices, mais il faut que la recherche scientifique fasse son chemin et que ce soit de façon solide, avérée, attestée. Alors, on sera encore plus à l'aise pour vivre de cela. Donc vous n'êtes pas convaincu par la thèse? Non, parce parce qu'on a parlé justement du Sahara, où vous disiez que le Sahara, à l'époque, était peuplé. Oui. Donc, pour vous, nous ne pouvons pas tous être venus de l'Égypte. Ça veut dire que le reste de l'Afrique était inhabité. Voilà. Et ce grand continent-là, il n'y avait personne. Il n'y avait personne. C'est difficile à imaginer. Et puis, quand il y a des phénomènes même de migration, tout le monde ne se lève pas comme par un coup de bâton magique et puis se lance dans l'exode. Peut-être que certains sont venus de plus loin que le Sahara actuel, que la région qui constitue le Sahara. Mais il y en a qui étaient certainement, eux aussi, installés dans cette région-là. Pourquoi pas? Et puis, moi j'ai l'intime conviction, mais ce n'est pas des sentiments qu'il nous faut. Il faut des preuves scientifiques. Il faut des preuves scientifiques. J'ai le sentiment tout au moins que dans l'Afrique, sous la couverture végétale, dans l'espace, dans l'immensité du Sahara actuel, il y avait des échanges, il y avait des conquêtes, des blocs qui se constituaient, qui se disloquaient, et certainement, des contacts ont préexisté dans les relations de ces populations, de ces diverses populations, de ces humanités immenses, que moi j'imagine, je ressens cela, mais je n'ai rien pour le prouver, et qu'il y avait une dynamique, une prospérité, une vie, qu'on ne peut pas ne pas essayer de croire qu'elle a au moins existé. Ça, je ne vais pas jusque-là. Je pense que ça a existé, mais il faut encore réussir à le prouver. Et ce sont les recherches qui vont nous permettre d'aller plus loin, d'accompagner ce que Cheikh Anta Diop a amorcé. Lui, il a démontré certains aspects de l'origine nègre de la civilisation de l'Égypte antique, mais il faut prolonger cela et montrer que c'est vrai, certainement, certains peuples qui sont ailleurs aujourd'hui sont partis de là. Pourquoi pas? Mais que tout le monde, on ne peut pas penser que tout le monde est sorti d'Égypte. Ça, moi, je n'y crois pas. Alors, on va essayer d'aller dans les choses dont on peut prouver. Alors, est-ce que dans votre histoire, est-ce qu'on vous a parlé dans vos recherches aussi, parce que vous êtes historien, scientifique, donc est-ce que dans vos recherches et dans ce que vous avez été, on vous a transmis aussi, on vous a parlé de votre de la rencontre de votre peuple, de votre première rencontre de votre peuple avec l'islam? Parce que l'islam est arrivé en premier ici en Afrique. Est-ce que vous avez eu... Alors, je voulais terminer le premier point, le point précédent. Dans ce souci, bien sûr, de rattacher tout, de faire provenir tout le monde de l'Égypte antique, il y a, comme je l'ai dit, quelques indices qui permettent d'aller dans ce sens, d'investiguer dans ce sens. On verra ce que ça va donner. Il y a des thèses qui sont en cours, mais tant que les résultats ne sont pas concluants, Cheikh Anta Diop a pris le temps. Et ça aussi, c'est ça qui nous manque. Ce n'est pas des romans qu'il faut écrire. Il faut asseoir l'histoire. Il faut l'enraciner dans la vérité, tout au moins dans la véracité, ce que nous qualifions scientifiquement de vérité historique, même si l'objectivité absolue n'existe pas. Mais au moins que la véracité soit convaincante, soit suffisamment lourde et outillée. Mais ça va prendre le temps, ça devra prendre le temps que ça prendra
pour que ce soit crédible. Ici, j'ai signalé quelques indices. Par exemple, nous, il y a des noms, par exemple, dans les populations à Caen, pas seulement chez les Agnis, Sanvi ou chez les autres Agnis, qui sonnent comme des noms de divinités égyptiennes. Assouan, des familles Assouan ici. Ano, il y a des familles ici. Amon, il y a des familles ici. Mais culturellement même, nos pratiques culturelles sont très proches et très ressemblantes des cultures, de la culture de l'Égypte ancienne. Ça, au moins, ça conforte dans cette orientation de nos origines anciennes. Mais ce n'est pas suffisant pour autant. Parce que la culture Aïe donne une importance particulière à la relation avec la mort, l'idée de la mort, la réalité de la mort, la vision cosmogonique que nous avons, d'un point de vue eschatologique, c'est-à-dire de nos croyances, renvoie toujours à la mort. Et je me plais à dire comme ça en plaisantant toujours, je dis, mais quand on réfléchit bien à notre culture, à la façon dont nous vivons, dans nos relations interindividuelles, dans le poids même de l'idée de la mort et de la mort dans l'organisation sociale, dans le vécu quotidien, nous pratiquons une culture de la mort, une philosophie de la mort. Ce n'est pas négatif, hein, mais c'est concret, c'est presque affectif. Psychiquement, psychologiquement, économiquement, sociologiquement, nous pratiquons une philosophie de la mort. Et j'ajoute que l'Aïe passe son temps, en réalité, à apprendre à mourir. Et j'ajoute, à bien mourir. L'Aïe ne fait rien sans faire référence à l'idée de la mort. Même quand vous consultez notre patrimoine choréique, quand l'Aïe s'amuse, dans la réjouissance, tous les chants renferment un renvoi à l'idée de la mort. Ah, je vais faire ceci, même en chantant, hein, je vais faire ceci demain si je ne suis pas là. L'idée de la mort est omniprésente. Pas parce qu'on a si peur de la mort, mais c'est une façon de tourner finalement la mort en dérision pour mieux pouvoir supporter la vie. Donc cette philosophie de la mort est omniprésente, elle est en filigrane dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous disons. Je ne vais pas faire ceci, parce que, si lui est arrivé cela, parce que, pourquoi ceci, parce que, donc, ce qui vous ramène un peu quand même à certaines croyances et rites voilà. Or, l'Égypte, c'est ça. La pensée égyptienne antique, c'est ça. La relation avec le monde de l'au-delà, où on va continuer de vivre. Et c'est ça notre vision eschatologique, hein, pour la nuit. Et nous pratiquons cela de la même façon que les anciens Égyptiens. Ici, surtout les nobles, les rois, hein, les dignitaires, anciennement, c'est bon, avec ce qu'il y a maintenant, on ne fait plus. Mais quelquefois, il n'y a pas encore très longtemps, même si vous allez au Ghana, parce que c'est la même culture, hein, il n'y a pas très longtemps, hein, les rois étaient accompagnés par leurs serviteurs, leurs servantes, leurs meilleures coépouses. Eh oui, les meilleurs serviteurs. Voilà. Comme dans l'Égypte. Comme dans l'Égypte ancienne. Comme dans l'Égypte. Donc il y a beaucoup, en tout cas, il y a un capital qui conforte en cette, en ce rattachement ombilical avec l'Égypte antique, culturellement parlant. Si l'Aïe naît, il appartient à sa famille maternelle. Donc vous êtes une société matrilinéaire, okay. Matriarcale. Okay. Voilà.